On l'appelle le nerf de la guerre. Avec la politique et la religion, l'argent est sans doute le sujet le plus clivant en France. Pour certains, il est le principal marqueur de réussite. Pour d'autres, il est un outil de domination à l'origine des inégalités dans notre société. Mais alors, qu'est-ce qu'être riche véritablement? Vaste question que s'est posée Bruno Gonçalves, entrepreneur, consultant, auteur, mais aussi rédacteur historique pour Aucoffre et Veracash. Avec lui, on a voulu parler d'argent calmement. Alors Bruno, vous venez de sortir ce livre, Apprenez à être riche, qui s'affiche sur votre écran. En le lisant, je me disais qu'il y a assez peu d'ouvrages sur le sujet des finances personnelles. Ceux qu'on connaît souvent nous viennent des États-Unis, mais les Français écrivent très peu sur ce thème, j'ai l'impression. Est-ce que c'est l'une des raisons qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, pour être exact, le titre, c'est « Apprenez à être riche », mais le riche est barré par un sticker qui mentionne « libre ». En gros, c'est plutôt « Apprenez à être libre ». Et c'est important parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est parce que les Américains sont les plus prolixes en matière de bouquins sur le sujet, mais c'est parce que surtout, j'ai l'impression que d'abord, les Américains et les Européens, les Français notamment, n'ont pas la même vision de l'argent, n'ont pas la même approche, et que beaucoup de livres qui sont des best-sellers outre-Atlantique et qu'on a traduits, qu'on a ramenés en France, apportent une idée, une image de l'argent, de la réussite sociale, de l'enrichissement, qui ne correspondent pas toujours avec notre philosophie à nous, latins, en tout cas les Français. Mais ce n'est pas la raison principale. En fait, la raison principale pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est parce qu'en fait, ça fait quelques années déjà que j'écris des articles sur différents supports, dont certains que vous connaissez. J'écris sur l'argent, sur l'économie. Et j'écris de manière à vulgariser cette matière pour les gens, de manière à ce que ce soit accessible, parce que c'est une matière, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui est assez complexe, qui est assez ardue, avec beaucoup de jargon, et qui est un peu austère, un peu aride, et qui n'est pas toujours facile à aborder pour ceux qui ne sont pas versés dedans, quoi. Et je me dis, bah, finalement, c'est dommage, parce qu'à la limite, avec 2-3 explications au départ, bah, ça devient assez accessible. Et surtout, c'est hyper important de connaître certaines choses et d'être instruit, entre guillemets, en économie, parce que ça fait partie de notre vie, c'est notre vie de tous les jours. Notre vie est régie par l'économie, qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, on fait partie des nations, des peuples qui sont les moins instruits en matière économique. Et ça fait que, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que les gens avaient une mauvaise image de l'argent. En fait, une mauvaise image de 2 manières différentes. Il y a ceux qui vont considérer que c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il faut faire, que c'est le but ultime, l'objectif absolu. Il faut être, voilà, il faut acquérir, posséder pour exister, quitte à être le plus riche du cimetière, je ne sais pas. Et puis il y a ceux qui vont au contraire estimer que l'argent, c'est le mal absolu. C'est le reflet de la perte de nos valeurs humaines, philosophiques, c'est le symbole de l'oppression, des inégalités, etc. En fait, l'argent, c'est rien de tout ça. L'argent, c'est un outil. C'est neutre, finalement. C'est neutre. Je veux dire, si je vais au supermarché ou au magasin de bricolage acheter un marteau, je peux très bien m'en servir pour bricoler chez moi, ou fracasser une vitrine et braquer ce qu'il y a dans le magasin. Ça va dépendre de ce que j'en fais. En fait, l'argent, c'est un outil. Donc déjà, il faut le dépassionner, parce que bon, je connais peu de gens qui sont amoureux de leur tournevis, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de leur argent. Et surtout, il faut arrêter d'en faire le reflet de nos propres défauts, en fait. Donc je me suis dit, ça serait bien d'écrire ce livre avec peut-être une approche un peu plus... c'est pas du tout un livre comptable, c'est pas du tout un livre financier. C'est un livre qui a plus une approche humaine, je ne vais pas dire humaniste, mais humaine, un peu philosophique quelque part. Voilà.
Alors justement, on a l'impression que l'argent a mauvaise presse en France, en comparaison, vous l'avez dit tout à l'heure, avec un pays comme les États-Unis. Est-ce que vous avez réussi à identifier d'où ça vient, cette vision un peu peut-être parfois un peu hystérisée ou peut-être un peu négative au sujet de l'argent, ou en tout cas totalement passionnée, qu'on a en France particulièrement? Alors je dirais que c'est vieux, hein, c'est vieux comme point de vue. En tout cas, je dirais pas la détestation de l'argent, mais cette espèce de sentiment ambigu vis-à-vis de l'argent, qui fait qu'on veut en avoir tout en détestant ceux qui en ont, en fait. C'est assez vieux, je dirais que il y a une histoire derrière la relation des Français, notamment avec l'argent, qui passe par des révolutions, qui passe par des révoltes populaires, des soulèvements plus ou moins politiques ou idéologiques. Il y a un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, on en est arrivé à une perception de l'argent comme étant vraiment, je le disais tout à l'heure, une espèce de symbole clivant de la société. Il y a d'un côté ceux qui en ont, de l'autre côté ceux qui en ont pas. Et on va mettre plein de choses derrière cet argent, plein de valeurs, plein de notions qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec, mais qui sont aujourd'hui, qui stigmatisent un petit peu à la fois les salauds de pauvres et les salauds de riches, quoi, en gros. C'est un peu ça. Et tout ça, c'est basé aussi sur une culpabilisation que l'on entretient, d'ailleurs, qu'on entretient de plus en plus depuis une petite trentaine d'années, autour de la possession de l'argent, voilà, la détention de l'argent. Une culpabilisation un petit peu comme si ceux qui avaient de l'argent l'avaient volé à ceux qui n'en ont pas. Alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. À plus forte raison, avec l'économie monétaire actuelle, qui n'est pas du tout faite comme ça. Ouais. Bon, on observe quand même qu'on est dans un contexte de creusement, apparemment, des inégalités. Donc, en tout cas en France, oui. On a l'impression qu'il y a des riches toujours plus riches, c'est ce que disent les chiffres, et il y a une sorte d'appauvrissement d'une plus grande partie de la population. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui attise un peu encore plus cet antagonisme? Alors, l'appauvrissement, il faut savoir que la France fait partie des pays qui, aussi étrange que cela paraisse, et je vais pas rentrer en détail ici, mais c'est un pays qui cultive un peu ses pauvres, quelque part. Que ce soit par l'intermédiaire de l'école, qui est loin d'être un modèle d'égalité, même si j'aime pas ce terme, entre les individus, à travers l'entreprise, à travers, enfin un petit peu tout. Et puis surtout, il y a une incompréhension de ce qu'est la richesse. Récemment, il y a eu un reportage, un article qui est apparu, puis qui a été un petit peu repris par tous les médias, qui disait que la France est devenue le 3e pays au monde en nombre de millionnaires. Et moi, ça m'a fait sourire, parce que je me dis, mais en fait, ça ne veut rien dire. Le 3e pays au monde en nombre de millionnaires, super. Mais millionnaire, ça veut dire quoi? Parce que si c'est être millionnaire en action, bah, quelque part, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas parce que vous avez un PEA bien rempli que vous allez pouvoir mieux faire vos courses à Auchan. Hein. Ça ne changera rien. Il faut voir les gens qui habitent sur l'île de Ré, qui sont dans des maisons parfois insalubres depuis des générations, qui n'ont pas les moyens de déménager, et qui d'ailleurs sont les descendants de personnes qui, à l'époque, n'avaient pas les moyens de vivre sur le continent et qui ont dû s'exiler sur l'île de Ré parce que les terres étaient bon marché, qu'ils se sont battus pour essayer d'y faire pousser quelque chose. Et parce qu'il y a quelques décennies, des stars, soit de la télé, soit de la politique, soit de je ne sais quoi, ont décidé que c'était un endroit sympa où investir ou faire construire, tout à coup, le prix de l'immobilier sur l'île de Ré a explosé. Et on a aujourd'hui des gens qui touchent le RSA, mais qui payent l'impôt sur la fortune parce que leur maison, celle dont ils ne peuvent pas déménager, parce qu'ils n'ont pas les moyens, est valorisée plus de 2 millions d'euros, quoi. Donc ces gens-là, techniquement, ils sont considérés comme millionnaires, parce que leur patrimoine immobilier vaut plusieurs millions. Mais en fait, ils ne sont pas riches.
C'est une illusion finalement, Bah, une illusion de richesse. Bah, c'est une illusion. La monnaie actuelle est une illusion de toute façon. La monnaie actuelle, c'est une illusion. Tout est basé sur le fait que la richesse, c'est un point de vue. D'ailleurs, ça veut dire quoi être riche? Alors, je ne sais pas si c'est une question que vous envisagez de me poser, mais ça veut dire quoi être riche, par exemple? Ça, c'est amusant parce que, bah, en fait, ça va dépendre de chacun. Il y a des gens pour qui être riche, bah, ça va se traduire par, je ne sais pas, avoir un yacht, des propriétés un peu partout dans le monde, vivre à Dubaï, pourquoi pas, pouvoir dépenser ce qu'on veut dans des articles de luxe toujours plus inutiles, tout ça. Et puis il y a des gens pour qui être riche, c'est simplement se lever le matin en se disant « j'ai pas d'inquiétude pour la fin du mois ». Quoi. Et entre les deux extrêmes, il y a tout un ensemble, il y a toute une gamme de perception de la richesse qui fait qu'en fait chacun a sa propre définition de la richesse. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait de dire ça quand on parle de richesse, parce que finalement c'est des montants. On pourrait parler de chiffres, mais il y a des chiffres qui existent et qui parlent de la richesse justement, qui disent qu'est-ce que c'est la richesse en France. Voilà. Ouais. Finalement, est-ce qu'on ne devient pas riche quand on a en fait plus le souci d'argent, quoi? Bah, alors, il y avait un adage qui disait quand vous n'avez pas d'argent, vous avez des soucis de pauvres. Quand vous avez de l'argent, vous avez des soucis de riches. Bon, donc il y a toujours des soucis d'argent, si on veut dire. Mais pour prendre les chiffres, par exemple, c'est quoi être riche en France? Voilà. Il y a quelques années, un ancien président de la République s'était fait une petite réputation en montrant qu'il pouvait à la fois exprimer un certain mépris envers le peuple qu'il appelait les sans-dents et sa détestation des riches, de ce qu'il appelait les riches. Et pour lui, les riches, c'était des gens qui gagnaient plus de 4 000 € par mois. Bon. Plus sérieusement, je crois que c'est l'Observatoire des inégalités qui a calculé que vous êtes considéré comme riche à partir du moment où vous gagnez tous les mois plus du double du salaire moyen. Ça veut dire qu'en gros, le salaire moyen en France, je crois que c'est 1 800 ou 1 850 €, quelque chose comme ça, par mois. Net. Enfin, le revenu, oui, le revenu, c'est ça, net. Et donc, dès lors que vous gagnez plus de 3 700 € net par mois, vous faites partie des riches. Alors, c'est par personne. C'est-à-dire, je crois que c'est un peu plus de 5 000 pour un couple et 7 000 et des brouettes pour un couple avec 2 enfants. Récemment, en juin 2023, il y a un sondage Odoxa qui a là aussi voulu estimer, en tout cas avoir le point de vue des gens sur ce qu'ils estimaient être le niveau à partir duquel on a été riche. Et là encore, pour les gens, être riche, c'est à partir du moment où vous gagnez plus de 5 000 € par mois, et où, c'est pas très clair, si vous avez un patrimoine supérieur à 500 000 €. Bon. Moi, tous ces chiffres, ils me font réfléchir. Déjà, je me dis, bon, finalement, ça reste assez homogène. On n'est pas sur des extrêmes qui s'opposent, quoi. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que d'abord, ces chiffres sont relativement modestes. Quand on pense richesse, on ne pense pas à quelques milliers d'euros. Oui, parce que qu'est-ce qui dérange en fait? C'est ce qu'on appelle les ultra-riches, finalement. C'est ceux où il y a une décorrélation complète. Oui, mais il y a les ultra-riches. Ceux-là, ils dérangent, mais pas parce qu'ils sont ultra-riches. C'est parce qu'on estime qu'ils ne contribuent pas assez par rapport à leur richesse estimée. Ils ne contribuent pas assez à l'effort national, en tout cas pas proportionnellement à leur richesse par rapport à une personne qui va justement gagner 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € par mois. Et même ce montant est un peu je dirais, c'est pas bien de calculer comme ça, parce qu'on sait très bien qu'avec 2 000 €, on ne vit pas de la même façon dans mon petit village des Pyrénées qu'à Bordeaux ou à Paris. Ne serait-ce que à cause des prix de l'immobilier à la location, à l'achat, par exemple. Donc non,
Moi, je me rends compte que les Français ont des rêves de richesse très modestes, finalement. Mais je pense aussi que c'est voulu. Ça tient à cette culpabilisation voilà, de la personne qui possède. Le possédant est considéré aujourd'hui comme quelqu'un c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a forcément obtenu son argent en abusant des autres, alors que celui qui n'a pas d'argent est forcément une victime. Je ne dis pas que c'est pas vrai, hein, mais je dis que c'est comme ça que c'est perçu. Et donc c'est la personne qu'il faut protéger. Voilà, on a cette espèce de stigmatisation des individus autour de l'argent, ce qui me semble pas très cohérent. Surtout que bon, l'argent aujourd'hui, la monnaie, on sait que ça représente d'ailleurs très peu par rapport au patrimoine des Français. Et puis surtout, bah, les monnaies actuelles, il y a quand même mieux pour servir d'étalon à la richesse, quoi. Alors, vous en parliez un peu tout à l'heure, mais c'est quand même aussi l'une des questions fondamentales que vous abordez dans votre livre, c'est celle de l'éducation. Et je lisais récemment dans un article que selon une étude, plus d'un quart des Français, donc c'est quand même autour de 20 millions de personnes, n'ont pas les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. Qu'est-ce que ça dit de notre système éducatif ? Vaste débat sur lesquels je n'ai pas trop envie de m'étendre parce que je vais ajouter des ennemis à mes ennemis. Mais, et je ne suis pas parano, hein. Mais disons qu'en fait, le système éducatif français, je pense c'est perdu quelque part en route depuis l'époque où l'école avait vocation à instruire les gens, à instruire les enfants. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on est passé de l'instruction publique à l'éducation nationale. L'école n'a plus vocation à apporter du savoir. Elle a vocation à éduquer, à donner des codes pour évoluer dans une société qui est déjà préformatée et qui n'attend que les bons citoyens dociles qui vont la faire fonctionner. Donc l'école aujourd'hui, elle ne sert plus à faire des têtes bien pleines, elle sert surtout à faire des citoyens bien intégrés, des bons consommateurs, des bons salariés, des bons électeurs, que sais-je. Mais l'idée, c'est pas de faire des bons. C'est déjà pas de développer l'intelligence des élèves, malheureusement. Et c'est pas non plus la vocation de l'école, visiblement, que d'apporter un savoir qui va être utile pour permettre aux enfants, une fois devenus adultes, d'exprimer leur bon sens et surtout d'exprimer leur sens critique. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y a bien une chose qui nous suit toute notre vie, c'est l'économie. L'économie rythme notre vie. Nous ne décidons pas de l'économie. Nous ne décidons pas de la manière dont on fait fonctionner la société dans laquelle on vit. Pourtant, on nous demande régulièrement de voter. Le problème, c'est que si on donnait trop d'informations aux gens, et surtout trop de matière à réflexion aux gens, il y en aurait peut-être beaucoup plus qui s'interrogeraient sur les décisions qui ont été prises en matière économique, sur les choix qui ont été faits pour telle et telle raison, et qui ont mené le pays dans telle ou telle situation, favorable, défavorable, on ne sait pas. Donc je me dis, je ne veux pas croire que c'est volontaire, mais je pense que intuitivement, on s'est dit que bon, c'était pas ce qui était le plus urgent à apprendre aux gens. Vous en préoccupez pas trop. Vous en préoccupez pas trop. Dormez, braves gens, on s'occupe de tout. Ouais. Voilà. Oui, parce que je repensais à mon exemple perso, mais par exemple, moi on est obligé de prendre une spécialité, économie, enfin bon, à mon époque, au lycée, plus l'option sciences économiques et sociales, et en fait on sort de là, on n'a jamais vu à quoi ressemblait une fiche de paye, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé niveau impôt, alors que c'est des choses qui, comme vous dites, nous accompagnent, et donc du coup, ça rend perplexe sur... ça devrait être la base.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est amusant parce que ma fille qui fait actuellement des études, aujourd'hui, elle a 20 ans et elle se dit, mais c'est fou parce que je suis en train de découvrir des trucs de la vie de tous les jours, de la vie du quotidien, dont je n'ai strictement aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est une déclaration d'impôt. J'ai aucune idée de la différence qu'il y a entre des impôts directs, des impôts indirects. Pourquoi la TVA ça sert à quoi qu'est-ce que voilà comment est-ce qu'on calcule les intérêts sur mon compte bancaire? Est-ce que j'en ai d'ailleurs des intérêts sur mon compte bancaire? Probablement pas. Moi, je le saurais sinon. Et tout ça. Elle me dit, mais c'est vous parce que c'est notre quotidien, ça va devenir de plus en plus le mien, me dit-elle. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que vous attelez à aussi expliquer et réexpliquer certaines notions, justement, qui peuvent paraître simples, accessibles, genre l'épargne, l'investissement, des choses que l'on croit connaître. Ouais. Mais finalement, quand on se plonge un peu dedans, on ne voit pas tout ce que ça recouvre. Notamment Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, l'intrication ou la corrélation entre ce que c'est que l'épargne, épargner et investir, par exemple? Ah, alors, il y a une très grande différence entre épargner et investir. En tout cas, si on s'attache aux mots. Bon, moi, j'aime beaucoup les mots. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'essaye d'écrire, parce que je me dis c'est la manière la plus simple que j'ai de faire passer les idées. Épargner, c'est, comme ce qu'on disait avant, mettre de côté. C'est-à-dire en cas de coup dur, en cas de besoin. Voilà. Donc épargner, c'est mettre de côté une somme d'argent qui nous permettra, le cas échéant, de faire face à un imprévu. Ou, si ce n'est pas un imprévu, nous permettra petit à petit d'assumer une dépense qu'on envisage déjà, mais pour laquelle il va nous falloir un effort régulier, mois après mois, d'épargne, justement. Donc, en gros, c'est classiquement votre compte, votre livret A, votre livret de développement solidaire, ça peut être aussi le compte courant, parce qu'aujourd'hui, le compte de dépôt est devenu une solution d'épargne. Alors, ça l'est devenu surtout depuis, on va dire, les années 2015-2016, où les taux d'intérêt étaient à 0, donc il n'y avait plus aucune raison de mettre son argent ailleurs que sur un compte de dépôt. Il y avait même une raison supplémentaire de mettre son argent sur un compte de dépôt qu'ailleurs, parce que là, il était totalement liquide. Et d'ailleurs, c'est un peu la raison qui fait que beaucoup de gens s'interrogent sur qu'est-ce qui motive les gens à mettre de l'argent sur des livrets à 3% et sur des comptes de dépôt à 0%, alors que l'inflation est à 5, à 6 ou à ce qu'on veut, et donc que ça grignote le capital. Ben, en fait, l'intérêt, il est simple. L'intérêt est très simple. L'intérêt, c'est la disponibilité, la liquidité. Les gens, quand ils épargnent, les gens, justement, ils n'achètent pas un rendement. Ils achètent une facilité, ils achètent un service, ils achètent une disponibilité. Bien sûr qu'il y a des rendements, il y a des placements qui sont beaucoup plus rentables. Mais ils ne sont pas liquides, ils ne sont pas aussi faciles à récupérer dans la journée, voire dans l'heure. Donc, c'est voilà. Si demain j'arrive à Bordeaux et que je me retrouve sans véhicule et que je dois me rendre dans l'heure à un endroit bien particulier, chez vous par exemple, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais commencer à étudier le réseau de transport en commun pour savoir quel bus je dois prendre qui va me coûter 2 € peut-être? Ou est-ce que carrément je choisis un VTC qui va me coûter plus cher, mais au moins je sais que j'aurai acheté le service dont j'ai besoin? Voilà. On a trop habitué les gens à raisonner au prix. D'ailleurs, bon, c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc ça, c'est l'épargne, c'est-à-dire c'est mettre de côté de l'argent dont on est sûr qu'on pourra en disposer dès qu'on veut. Il y a deux types d'épargne d'ailleurs. Il y a l'épargne de précaution, qui est, on va dire, l'épargne la plus susceptible d'être récupérée d'un mois à l'autre. D'accord? C'est-à-dire, on considère que si vous avez un mois d'avance, c'est bien pour éventuellement, je sais pas moi, pallier je sais pas, la casse d'une machine d'électroménager, un moteur de voiture ou une facture de gaz trop élevée. Exactement. Et puis il y a une autre épargne qui est l'épargne de prévoyance, qui là est une épargne à plus long terme, qui reste toujours tout aussi liquide, hein, mais dont on se dit, ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'argent que je mets de côté un petit peu tous les mois parce que j'ai un projet que je veux mettre, que je veux amener à terme. Et d'ailleurs, un projet peut être justement d'investir et d'avoir un apport personnel pour investir. Et là, on en arrive à l'investissement, qui est une autre façon de placer son argent, mais là, on espère bien en avoir un retour sur investissement, d'ailleurs, c'est-à-dire un rendement. Là, l'idée, c'est vraiment de placer son argent en étant d'accord sur le fait qu'on ne pourra pas y toucher facilement, qu'on ne pourra pas le retirer rapidement, parce que, justement, il y aura un rendement. Il y a un taux d'intérêt plus élevé, ou parce qu'il y aura un rendement à terme. Par exemple, quand vous achetez de l'immobilier, vous investissez petit à petit dans un bien qui va probablement prendre de la valeur, parce que vous vous dites, bon, ben, d'ici quelques années, ce bien, en fait, vaudra toujours de l'argent, vaudra toujours ce que j'ai mis dedans, mais peut-être un peu plus aussi. Ou si par exemple vous investissez dans le locatif, vous savez que ce que vous investissez dans un bien va vous rapporter à la fois peut-être le jour où vous le revendrez, mais aussi parce que tous les mois vous allez recevoir des loyers. De la même façon, si vous investissez dans la bourse, l'idée c'est d'investir dans des actions qui vont vous rapporter quelque chose, etc. Donc ça c'est vraiment la différence majeure qui est entre l'épargne et l'investissement. Voilà. Et oui, justement, et ça m'évoquait, notamment, je repensais en lisant votre livre au seul livre sur les finances personnelles que j'avais lu avant, qui est assez connu, c'est le fameux Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, et qui racontait justement la différence entre les riches et les pauvres. C'est que le pauvre travaille pour l'argent et le riche, lui, fait travailler l'argent pour lui-même. Et du coup, c'est vrai que je me souviens, alors j'avais lu ça il y a longtemps, mais ça m'avait un peu... ça m'avait fait un petit déclic dans la tête de « Ah oui, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là ». Et du coup, ça revient aussi sur l'idée d'éducation, sur le fait qu'on ne nous initie pas à avoir ces réflexes-là, comme les réflexes d'épargne également, ou les réflexes d'investir. C'est ça. Bah déjà, vous n'êtes intéressant pour la société en général qu'à partir du moment où vous êtes dépendant. Donc si vous avez une certaine liberté financière, si vous avez une certaine aisance financière, vous êtes moins dépendant de ceux qui vont vous prêter de l'argent pour que vous puissiez vivre, vont vous imposer un certain rythme de vie pour lequel vous allez devoir dépenser à peu près tout ce que vous gagnez. Donc au final, c'est vrai que l'approche qui dit, voilà, on travaille pour l'argent, on travaille pour gagner de l'argent, ou alors on laisse l'argent travailler pour nous, c'est bien joli, mais avant d'avoir de l'argent qui travaille pour nous, ben, il faut déjà avoir gagné de l'argent. Voilà, il faut avoir de l'argent. Et là, tout le problème est là. Alors, moi, mon livre se positionne, alors c'est vrai que mon livre, je vais lui trouver un défaut à mon livre. C'est qu'il se positionne à partir du moment où on a un peu d'argent. Mais pas beaucoup, hein, même quelques centaines d'euros, c'est pas ça, mais on a un peu d'argent. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas quelques centaines d'euros devant lui. Et là, effectivement, on a beau chercher tous les moyens possibles et imaginables, et Dieu sait que les margoulins sont ingénieux pour vous faire croire que vous pouvez gagner de l'argent de tout un tas de manières possibles et imaginables. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux que de produire quelque chose pour gagner de l'argent. Alors produire du travail, produire des biens, produire des services, on n'a rien fait de mieux.
L'argent, en fait, c'est le signe de, enfin, c'est le reflet de ce que vous produisez. L'argent les sociétés basées sur l'argent sont celles qui ont compris qu'il fallait produire quelque chose pour recevoir en retour autre chose. Et passer le stade du troc, parce qu'il n'est pas évident que moi, pêcheur, qui veux acheter un pain, ben, mon poisson intéresse forcément le boulanger, ce qui vaudra peut-être autre chose. Au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on se mette d'accord sur une valeur commune, sur un bien commun qui a une valeur échangeable avec tout le monde. Donc tout ça, c'est basé sur le travail. Donc oui, c'est bien de faire travailler l'argent pour soi, mais il faut déjà travailler pour avoir de l'argent. Et surtout, c'est pas parce que on se retrouve dans une situation où on peut faire travailler l'argent pour soi qu'il faut se dire, bah ça y est, c'est tranquille, j'ai plus rien à faire. Au contraire, il faut être hyper vigilant et il faut continuer à travailler, mais cette fois-ci à travailler sur la meilleure façon de faire travailler l'argent pour soi. Il y a une autre idée que j'ai beaucoup aimée dans votre livre. Vous n'êtes pas tendre avec la notion d'égalité. Ah non. Vous y préférez la notion d'équité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu votre vision? Alors, l'égalité, pour moi, c'est un concept qui est parmi les plus injustes. Voilà. L'égalitarisme, parce que c'est devenu un mode de pensée, c'est quelque chose que je trouve particulièrement injuste. Alors oui, on nous fait croire que l'égalité, c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité des devoirs, etc., etc. Sauf que déjà, bon, ben, c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, parce qu'on est tous différents, notre situation est différente, parce que, je sais pas, prenons par exemple les droits aux prestations sociales, par exemple. Il y a des prestations sociales auxquelles vous aurez droit parce que votre situation financière, par exemple, mais votre situation familiale, votre situation fiscale va vous ouvrir ces droits, et puis il y a d'autres personnes qui auront des situations différentes, qui n'auront pas ces droits, et c'est normal. Et c'est normal. L'égalité, on va ensuite vous dire, l'égalité, c'est de mettre tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que le résultat doit être que tout le monde se situe au même niveau. Sauf que là aussi, c'est une aberration dans le sens où on sait très bien que rien n'est fait pour amener les gens vers le haut au même niveau. Donc on a décidé de se dire, bah, finalement, puisqu'on n'arrive pas, c'est trop dur d'amener tout le monde au niveau des meilleurs, on va laisser tout le monde et on va s'efforcer de faire en sorte que tout le monde soit au niveau des moins bons. Comme ça, on ne froisse personne. Si on froisse quelqu'un, ce sera forcément des privilégiés, donc on pourra toujours les dégommer. Et ensuite, on aura, en fait, on n'aura pas une tête qui dépasse, quoi. C'est super, c'est très pratique. Moi, je préfère l'équité. L'équité, c'est-à-dire, c'est donner à chacun en fonction de ce dont il a besoin et de ce que lui-même est capable d'apporter à la société. Alors, déjà là, je sais que c'est un discours qui n'est pas toujours très bien vu, pas très bien perçu. Parce que on va me parler, ah oui, mais méritocratie, Berck, caca, c'est pas bien. Bon, c'est pas ça. C'est le fait de dire que on a tous un rôle à jouer dans la société, hein, et heureusement, et on est tous différents. Là, nous sommes assis tous les deux, mais lorsque nous sommes debout, on voit très vite que nous sommes différents physiquement. Hein? Un chouïa. Quelques dizaines de centimètres de différence entre vous et moi. En votre faveur. Bon. Mais, et je veux dire, cette inégalité, je veux dire, personne ne va la remettre en question. Elle est factuelle. Bon. Eh bien, il y a tout un tas d'inégalités factuelles aujourd'hui que la société n'accepte plus. Et au lieu de se dire, on va essayer de donner à chacun en fonction de ce dont il a besoin pour arriver à un niveau à peu près équivalent à celui au niveau de ceux qui sont le mieux placés, en fait, on va se dire, on va donner la même chose à tout le monde. On va imposer tout le monde de la même façon. Ou on va, je veux dire, à ce moment-là, ça serait facile. On n'a qu'à dire, bah, tout le monde va payer 1% d'impôt sur ses revenus. Voilà. Bon, déjà, ça arrangerait peut-être un peu les choses, dans le sens où aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, ça concerne 38% des Français. D'accord ? Mais
1% des revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui touche le SMIC, bah, ça va lui coûter 15 euros. Quelqu'un qui touche, je sais pas, 10 millions ou 15 millions d'euros, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Mais quelque part, proportionnellement, ça représentera 1%. Est-ce que les finances publiques s'en porteraient mieux? Peut-être, peut-être pas. Bon. Mais il n'empêche que cet égalitarisme n'est pas la solution aux problèmes qu'on rencontre. En fait, au même titre qu'à l'école, les élèves sont très différents et qu'il faut leur amener de l'instruction en fonction de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs compétences aussi. Je pense qu'il faut être équitable et pas être égalitaire dans une société, c'est-à-dire apporter à chacun ce dont il a besoin pour être au niveau de ceux qui sont mieux lotis que lui. Voilà. Donc ça veut dire ne pas donner à ceux qui ont déjà quelque chose qui ne leur servira pas à grand-chose pour être plus que ce qu'ils sont déjà. Alors, on en parlait tout à l'heure quand on parlait d'investissement, mais chez Aucoffre, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, on propose à nos clients de l'or d'investissement. Alors, on a plein de raisons d'acheter de l'or physique, sécuriser son patrimoine ou débancariser par exemple. Vous déjà, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à l'or? Ah, bon alors il y a deux raisons principales. Il y en a une qui est liée à mon histoire personnelle et familiale, mais il y en a une qui est plus professionnelle et qui remonte à l'époque où j'étais éditeur et où j'ai eu le plaisir de publier un livre de Jean-François Faure, le responsable de Aucoffre, qui s'appelait L'or, un placement qui rassure. Et comme tout petit éditeur, bah, je me suis intéressé profondément au sujet du livre. Quand on est petit éditeur, on ne peut vendre des livres que si on y croit, que si on les connaît à fond, que si on veut les défendre. Et là, j'ai découvert en fait une vision de l'économie et une vision de la monnaie, au sens très très large du terme, bah, qui m'avait échappé en fait. Ça faisait déjà quelques années que je naviguais dans le domaine de la finance parce que déjà, à titre personnel, j'avais déjà écrit pour des groupes bancaires ou même de banque assurance importants, Caisse d'épargne, Groupama, AXA, qui fait que j'avais une vision, j'avais en fait un point de vue sur la monnaie, un point de vue sur les placements, qui était vraiment très monétariste, dans le sens des devises, etc. Et là, avec son livre, j'ai tout à coup découvert une approche différente qui m'a intéressé. Et comme je suis assez curieux et puis que j'aime bien l'histoire, ça m'a permis justement de remonter aux sources de ce qu'était la monnaie, à quoi elle servait, quel était son but premier, et de comprendre aussi à quel point cet héritage nous était arrivé très très dévoyé par le temps, par les usages, et avec aujourd'hui des devises, des monnaies. Enfin, en fait, aujourd'hui, on a confondu la monnaie, qui est un élément essentiel des sociétés, avec les monnaies, qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec ce que devrait être la monnaie. Voilà. Et une histoire personnelle en plus. Oui, il y a une histoire personnelle, c'est que, oui, enfin bon, brièvement, ça fait longtemps, justement, j'aime bien l'histoire et les histoires, et j'aime bien les petites histoires dans la grande, et quoi de mieux que de chercher mes origines, ma généalogie, pour voir comment les miens se sont inscrits dans l'histoire qu'on connaît, qu'on lit dans les livres. Hein. Alors, c'était pas pour chercher une personne célèbre ou pas. Bon, comme dans toutes les familles, hein, on a tous un nom par-ci, par-là, qui va se retrouver dans une encyclopédie ou un livre d'histoire, mais c'est pas pour ça. C'est parce que je voulais savoir comment tout ça en était arrivé jusqu'à moi. Et là, j'ai constaté que j'étais issu, en tout cas du côté de mon père, d'une très très longue lignée de gens qui, à intervalles réguliers, se sont retrouvés obligés de quitter tout ce qu'ils possédaient, de quitter tout ce qu'ils avaient, de s'exiler, de tout abandonner derrière eux. Et ça à intervalles réguliers, c'est-à-dire quasiment une fois par siècle. Donc, comme la dernière fois, ça s'est passé
au milieu du XXe siècle. Je pense qu'il va falloir que je prévienne mes enfants. Donc, et cette histoire, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait un point, enfin que toutes ces moments d'exil ou de fuite quelque part, parfois pour sauver sa vie, parce que ça pouvait être les guerres, ça pouvait être des révolutions, ça pouvait aussi être des mouvements sociaux ou des mouvements ou des problèmes économiques graves à l'endroit où les gens se trouvaient. Systématiquement, ceux qui se sont exilés ont dû tout recommencer de zéro. Pourtant, ce n'était pas que des gens qui n'avaient rien. Il y en avait certains qui n'avaient rien, mais certains, en fait, ils avaient qui une terre, qui une ferme, qui un magasin, Et pourtant, tous ces gens-là, en fait, ont dû recommencer à zéro, leur vie à zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient des biens, ils avaient quelque chose, ils avaient des possessions, mais toutes ces possessions, elles étaient intransportables. Elles étaient totalement inamovibles, elles étaient, c'est bien le cas de dire, totalement immeubles. Et pas question, quand vous êtes en temps de guerre ou en temps de révolution, ou quoi, de vouloir essayer de vendre votre bien avant de vous sauver. Non, vous partez, vous abandonnez tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce qu'il y a une personne de mon histoire, dans mon histoire personnelle, qui a réussi à faire ce que les autres n'avaient pas fait, visiblement, ou n'ont pas pensé à faire, c'est que, en fait, lui, il a réussi à convertir ses biens en or. Et c'est le seul qui a pu, à un moment donné, recommencer quelque chose sans partir de zéro. Parce que l'or, il avait pu l'amener avec lui. Bon, pour la petite histoire, il s'est ensuite fait entièrement spolier, entièrement dépouiller, bon, ce qui fait que ses enfants ont dû, eux, repartir de zéro. Mais dans la foulée, je me dis, en fait, je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais je me dis, c'est bien d'avoir des possessions, c'est bien d'avoir du patrimoine, mais c'est bien aussi d'en avoir un petit peu qui soit mobile. Et donc voilà, et j'avais retrouvé ce point commun avec toutes mes... Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé. Justement parce que, encore plus que l'argent, dans l'inconscient collectif, l'or est véritablement quelque chose de catalogué comme réservé aux riches, justement, ou à une certaine élite. Nous, chez Aucoffre, on essaye de casser cette image et de dire aux kidam moyens, comme nous, que l'or est accessible pour tout le monde. Justement, c'était la question que je me posais, c'est comment casser cette image de l'or réservé à une élite. Bah, déjà c'est difficile dans le sens où aujourd'hui, oui, c'est vrai, l'or est associé au luxe, ouais. L'or est associé à la richesse, et ne serait-ce que par ces deux points, il est intuitivement... les gens pensent qu'il est intuitivement réservé à une élite, dont ils ne font évidemment pas partie. Et tout ça, c'est lié au fait que justement, ils ont une vision de l'argent qui est très monétariste. C'est-à-dire, en gros, la monnaie conditionne la richesse. Bon. Sauf que c'est complètement faux, puisque la part de la monnaie dans la richesse des gens, au sens large, hein, en fait, c'est minime, c'est peu finalement. Mais l'or a toujours gardé cette espèce d'aura de pouvoir, parce que c'était généralement les gens de pouvoir qui disposaient de l'or. Il a également eu cette réputation d'être un bien de très forte valeur, puisque c'est pas à vous que j'apprendrai qu'une once d'or, c'est quoi? C'est un peu plus de 30 grammes, 31 grammes, et qu'avec 31 grammes, vous pouvez en faire des choses avec 31 grammes d'or. Sauf que si je vous donne 31 grammes de cailloux, vous n'allez pas faire grand-chose avec. L'or arrive à concentrer dans un tout petit volume et un tout petit poids beaucoup de valeur. D'ailleurs, c'est son rôle premier. L'or n'est pas un investissement, l'or c'est une réserve de valeur. Et donc, comme tout ce qui est réserve, en général, on essaye de l'optimiser, et l'or optimise la valeur dans le sens où, dans un très petit volume, vous pouvez avoir beaucoup de valeur. Et donc, par là même, ça a tendance à le rendre inaccessible aux gens qui pensent, par exemple, que l'or, ça ne s'achète que par lingot. Et évidemment, tout le monde ne peut pas acheter un lingot d'or. Déjà, il faudrait leur dire que l'or, et c'est pour ça que votre rôle est très pédagogique, dans le sens où vous amenez l'idée que l'or, c'est aussi des pièces,
Mais des pièces, il y en a de 1 once, d'accord, qui représentent, suivant les années, en ce moment entre 1800 et 2000 euros à peu près. Mais c'est aussi des pièces qui font moins d'1 once, 1/10 d'once par exemple. On peut même l'acheter au gramme. On peut même l'acheter au gramme. Et donc là déjà, ça casse un petit peu la dynamique de l'or. De toute façon, c'est que pour les riches, parce que de toute façon, ça coûte trop cher. Et je pense que la pédagogie que vous avez mise en place, qui consiste à dire aux gens, oui, mais l'or, c'est pas que un lingot à 60 000, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus fractionnable, beaucoup plus. C'est comme, je veux dire, si vous souhaitez, comment dire, ouvrir un compte à la banque, on ne va pas vous demander tout de suite de mettre 100 000 euros. Vous pouvez mettre 10 euros, si vous voulez. Voilà. Et ça, on l'a compris pour la monnaie, mais on ne l'a pas encore compris pour l'or ou les métaux précieux. Alors, je voulais conclure sur une phrase de votre livre que j'ai beaucoup aimé. Vous dites « Posséder de l'argent n'a rien d'un privilège, c'est une responsabilité ». Vous vous êtes cru dans Spider-Man? Oui, exactement. C'est l'oncle de Peter Parker qui lui disait ça. C'est vrai qu'on oublie souvent les valeurs ouais. qui se cachent derrière et qui font la véritable richesse finalement. Bah, c'est ça. En fait, être riche, là encore, suivant la définition qu'on lui donne à ce mot, hein, bon. En fait, avoir les moyens de faire quelque chose. C'est surtout une responsabilité, au même titre que quand on a une connaissance. Pour moi, une connaissance n'a pas d'intérêt si on ne la partage pas. Être riche, on va garder ce mot-là, mais en fait, avoir une situation financière confortable, donne la responsabilité de contribuer à la société dans laquelle on vit. D'accord ? L'argent, la richesse n'a d'intérêt que si elle est partagée. Il n'y a aucun intérêt à se retrouver dans une société où les gens très riches sont totalement déconnectés des gens qui ne le sont pas. Tout à l'heure, vous me parliez des super riches. Les super riches auxquels on reproche, par exemple, de ne pas contribuer assez à l'effort national. En fait, je pense que pour beaucoup d'entre eux, on se trompe de problème. Vous prenez un Arnaud, un Musk, un Zuckerberg, ce que vous voulez. Leur richesse, elle est avant tout virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont riches des actions qu'ils possèdent sur leur entreprise. Ils sont multimilliardaires d'actions qu'ils possèdent sur leur entreprise. Mais concrètement, l'argent dont ils disposent, leur capacité, leur pouvoir d'achat est nettement plus faible et correspond à ce qu'ils gagnent financièrement tous les mois ou tous les ans. Bon. Et à ce titre, ils sont taxés de manière parfaitement classique et normale sur les quelques millions ou dizaines de millions qu'ils reçoivent tous les ans. Sauf que si on rapporte cette taxation, non pas aux millions qu'ils gagnent, mais aux centaines de milliards qu'ils représentent, forcément, ça va correspondre à 1 ou 2%. Sauf que ça n'a pas de sens. Je veux dire, si demain vous possédez un appartement ou une maison de 300 000 euros et que vous gagnez 2 000 euros par mois, est-ce que vous trouveriez normal que je vous taxe non pas sur les 2 000 euros que vous gagnez par mois, mais sur le fait que vous avez en plus un patrimoine de 300 000 euros? Vous trouveriez ça un petit peu fort de café. Ben, c'est un peu l'idée. Et moi je me dis, alors je dis pas qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'amusent à faire de l'optimisation fiscale. Évidemment. Évidemment. Et c'est d'autant plus moche que c'est des gens qui en plus vont être ceux qui vont donner des leçons non seulement à nos responsables politiques, mais également à nous. Voilà. Mais je veux dire, il ne faut pas se tromper de problème. Quelqu'un qui est riche, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément un revenu imposable important. Et à partir du moment où il contribue à hauteur de ce qu'il reçoit, il est pleinement responsable de ce qu'il fait et il est pleinement légitime dans sa richesse, quelque part. Finalement, peut-être que ce qu'on leur reproche, ce n'est pas leur richesse en tant que telle, mais le fait qu'elle leur permet d'avoir un certain pouvoir.
Oui, plus, plus spécifiquement que le mais fait de la transformer en... l'argent a toujours été un formidable outil de pouvoir. Et c'est pas je veux dire, la monnaie telle qu'elle est conçue aujourd'hui est justement devenue exclusivement un outil de pouvoir. Aujourd'hui, la monnaie, c'est une convention, hein. La monnaie, c'est une convention. C'est le fruit d'une entente entre plusieurs personnes enfin plusieurs, les grandes instances les plus grands acteurs de l'économie, hein, des gouvernements, des banques, des institutions financières, des marchés, tout ça, qui se sont mis d'accord pour donner de la valeur à quelque chose qui n'en avait pas, mais dont eux, les acteurs, que les acteurs possédaient en grand nombre. Alors bon, ça aurait pu être des coquillages, du chocolat, des cailloux. Bon, manque de bol, ce qu'ils avaient le plus en quantité et en commun, c'était des dettes. Donc ils ont donné de la valeur à des dettes, je schématise un peu, mais en gros, ils ont donné de la valeur à des dettes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on crée de la monnaie sur, non pas des valeurs, sur une valeur, mais sur l'hypothèse d'un enrichissement futur. Et ça, on le fait sur l'endettement des gens qui vont emprunter de l'argent, ce qui va permettre de créer de la monnaie en contrepartie. Et quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, bah vous avez un pouvoir sur lui. Celui, en tout cas, de l'obliger à vous rembourser ou de vous être tributaire tant qu'il ne l'aura pas fait. Et on revient sur donc la notion de responsabilité nécessaire à avoir lorsqu'on est... Voilà. Merci Bruno Gonzalez. De rien, ça m'a fait plaisir.